Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on est ensemble jusqu'à midi. Parlons vrai sur Sud Radio. Également, vous réagissez sur nos réseaux sociaux au 0826 300 300. On va revenir évidemment aujourd'hui sur cette colère des agriculteurs qui sont donc en route pour faire le siège de Paris. En tous les cas, de la proche banlieue parisienne, puisque pour l'instant, on va voir, ils sont, on va dire, cantonnés à rester à une vingtaine de kilomètres de la grande couronne parisienne. Mais est-ce que c'est véritablement la semaine de tous les dangers? Comment éteindre cette colère et cette fronde du monde agricole? On attend Gabriel Attal aussi, son discours de politique générale. On va le voir ensemble avec nos 4 débatteurs que je présente et je salue. Georges Kuzmanovic, bonjour Georges. Bonjour. Président de République Souveraine. Michel Daube, bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. On est également avec Benjamin Cauchy. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous depuis l'Occitanie, un grand bonjour ensoleillé. Ah bah très bien, chef d'entreprise Benjamin, et bonjour à l'Occitanie, et puis Alex Darmon également. Bonjour Alex, journaliste politique de la chaîne YouTube Les Indécis, auteur de ce documentaire. Je le rappelle et je le redis, formidable ministre qui ne veut pas l'être, que j'ai vu, c'est en replay sur la plateforme de France Télévisions. Ça concerne effectivement Éric Dupond-Moretti et son parcours avec son arrivée à la place Beauvau. C'est très instructif sur les coulisses de la politique. Alors, on va dans un instant avec vous tous parler évidemment de ce dossier agricole. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a eu des annonces vendredi de la part du Premier ministre, mais l'incendie n'est absolument pas éteint. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Quelles sont les marges de manœuvre? On va y revenir avec vous 4 dans un instant. On va parler d'abord de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Michel, ça s'est passé au musée du Louvre. Cette image assez sidérante. De 2 militantes de riposte alimentaire qui ont saccagé, en tout cas tenté qui s'en sont pris en fait à la Joconde en la peignant, mais je pense que le terme n'est pas bon, d'une soupe de légumes, si je me trompe pas. Et en fait, si vous voulez, c'est évidemment scandaleux, évidemment, ce sont des personnes qui n'ont pas le sens à mon avis, de l'art. D'ailleurs, à mon avis, ça doit être l'une de leurs dernières préoccupations. La Joconde, évidemment, c'est un monument. C'est très mauvais pour l'image de la France, parce qu'évidemment, la Joconde est une star. Et je pense que ces images ont largement dépassé nos frontières. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a condamné évidemment le fait de s'attaquer à une telle œuvre d'art. Mais moi, j'attends toujours, alors peut-être que je me suis trompé en vérifiant, mais les réactions de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, du Premier ministre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, c'est riposte alimentaire. Ce sont en fait des militants qui attaquent, en fait, à travers ce qu'ils ont fait, la paysannerie française, les paysans français. En fait, ce sont des militants d'une agriculture complètement décroissante, hors du temps, hors du monde, hors des réalités. C'est cela le message qu'ils ont voulu faire passer. Donc en fait, si vous voulez, c'est un événement dans la crise agricole que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que effectivement, il aurait fallu une condamnation très très forte, parce qu'encore une fois, c'est. Est-ce que c'est pas une réponse à ce qu'avait dit vendredi quand il était en déplacement en Haute-Garonne, Gabriel Attal, qui effectivement appuyait là sur ce sujet des normes environnementales ou des actions des organisations environnementalistes. Est-ce que c'est pas Oui, mais je pense qu'il aurait fallu. Il aurait fallu surtout réagir au moment de l'événement, qui encore une fois n'est pas mineur, parce qu'encore une fois, s'attaquer à la Joconde, en termes d'impact médiatique, c'est considérable et bien au-delà de nos frontières. Je pense que cette image a eu plus d'impact au niveau international que Marine Le Pen sur un tracteur hier. Ah, ça c'est sûr. Il y avait un enjeu. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, c'est du pur green bashing. C'est une attaque en règle contre l'agriculture moderne à laquelle nous sommes attachés, qui doit certes respecter l'environnement, faire des efforts de transition, évidemment, mais encore une fois, c'est un acte militant contre nos agriculteurs. Il ne faut pas se tromper. Qui rejoint Michel sur l'acte militant contre les agriculteurs? Non, mais c'est un acte militant contre tout, en fait. Vraiment, on parle de riposte alimentaire. Effectivement, on parle de souveraineté alimentaire tous les jours dans notre pays. Or, on l'a perdu, cette souveraineté alimentaire. Et donc là, hier, Mais on l'a pas perdu hier, pardonnez-moi. Non, mais pas hier. Mais justement, hier, elles font un acte en disant qu'il faut récupérer une souveraineté alimentaire. Enfin, c'est contre-productif et c'est contre tout ce qu'elles défendent. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup,
dans ce qui s'est passé hier. Je suis désolé, c'est la petite musique qu'on a entendre sur le fait que l'AFP était au courant et qu'ils ont envoyé quand même un journaliste pour filmer cet événement et qu'ils étaient au courant avant même que cet événement se déroule. Il y a quand même un problème, un mélange des genres complet qui est en train de se passer dans notre pays là. Enfin franchement, et c'est monté ce matin et vous pourrez vérifier. L'AFP a été informé que ces deux militantes allaient jeter de la soupe. Déontologiquement, il aurait été difficile pour. Mais en même temps, pardonnez-moi, mais Alex, c'est ennuyeux, hein, c'est la Joconde. Oui, c'est le Louvre, c'est la Joconde. On arrive à rentrer avec de la soupe dans le musée du Louvre. Enfin, c'est quand même, tout ça pose quand même des vraies questions. C'est plus la soupe dans le musée du Louvre. Bah oui, mais tout ça pose des questions. Prévenir la presse qu'on va faire une action, on le sait tous en étant journaliste, qu'on reçoit des infos en avant pour nous dire venez là, il va se passer quelque chose. Oui. C'est assez commun. Hein, l'AFP, l'AFP, il y a d'autres médias. Là où Alex a raison, c'est qu'en fait, les journalistes ont été informés qu'une action illégale allait être commise. Parce que en fait, prévenir les journalistes à l'avance pour avoir une exclue et avoir un maximum, c'est banal. Moi, je l'ai fait en tant que fondateur de l'ensemble contre la peine de mort en 2004, lorsque George Bush est arrivé à Paris. On a prévenu l'AFP qu'on allait suspendre 179 mannequins de condamnés à mort au-dessus du pont qui est en face de la maison de la radio et donc de l'ancien siège de Sud Radio pour dénoncer les exécutions par George Bush lorsqu'il était gouverneur du Texas. Mais ça, c'était pas illégal de le faire. Là, effectivement, l'AFP a été quelque part complice en termes, en tout cas, d'information. Est-ce qu'ils savaient vraiment qu'il allait y avoir quelque chose d'acté? Voilà, attention à ce qu'on dit. Hein. Ils ont peut-être été informés qu'on allait avoir une action à l'intérieur du Louvre, mais sans savoir qu'ils allaient balancer de la peinture sur la vitre qui protège la Joconde. Georges. C'est du militantisme crétin contre l'intelligence. D'ailleurs, c'est amusant, ils choisissent toujours des beaux musées et des belles œuvres comme la Joconde. Et ils vont pas dans les musées d'art moderne de leurs copains parce que c'est des petits bobos. C'est des bourgeois qui crament bien plus de CO2 dans leur existence dans une année de vie que le moindre agriculteur avec son tracteur au diesel et de très très loin. Et ils vont pas dans les trucs d'art moderne parce qu'on saurait pas déterminer après si c'est l'œuvre initiale ou pas recouverte de soupe. Voilà. Et donc c'est pathétique et ça nuit à certaines bonnes idées parce qu'ils se revendiquent. Si j'ai bien compris, ces deux jeunes, ils se revendiquent de l'assurance, de la sécurité sociale alimentaire, qui pourrait être un système qui est corrélé à la production locale par nos agriculteurs et qui assure un revenu aux agriculteurs tout en apportant une alimentation saine aux concitoyens, ce qui n'est pas une idée du tout absurde qu'il faudrait envisager, mais et comme tous ces abrutis, ça salisse des bonnes idées avec en ne comprenant rien comment ça fonctionne et en faisant un happening pour se faire plaisir. Et puis je suis convaincu qu'ils ont la famille derrière pour les protéger et leur éviter des suites juridiques. Je sais plus, hein, on verra, on vérifiera. Benjamin, dernier mot. À chaque fois comme ça, donc on peut vérifier. Allez, on s'amuse, la prochaine fois on vérifie où ils en sont. Il y a un film récemment qui est sorti. Je serai plutôt rapide sur cet événement. C'était un événement de communication instagrammable qui, pour moi, tombe vraiment à côté encore plus que d'habitude, pour la simple et bonne raison, c'est que les Français sont alimentés depuis plusieurs jours par finalement la réalité de ce que vivent le monde des exploitants agricoles, et donc finalement, au-delà du caractère crétin qu'a soulevé Georgie à l'instant, effectivement, de cette opération, ça tombe complètement à l'eau, parce que là, on est en train de parler de la vraie vie, de la dureté finalement de ceux qui produisent vraiment, et donc ce côté déconnecté finalement de ces opérateurs de peinture alimentaire, ça tombe complètement à côté, quoi. Moi, j'aimerais pas être responsable. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Malheureusement, c'est de la bêtise sanitaire. Ouais. Après, quand on dit que, si je puis te permettre quand même un truc, oui, effectivement, les journalistes sont souvent informés de trucs même illégaux, soyons bien clairs. Voilà, enfin, si vous voulez regarder comment ça s'est passé à Carbone, en Occitanie, sur la 64. Et même avec les gilets jaunes, Benjamin, rappelez-vous. Pardon, bien sûr. Mais moi, c'est pas les journalistes que j'accuse. Avec un regard assez empirique, si vous voulez, et non pas théorique, sur la manipulation de la presse, l'identification, la personnification de leaders dans des mouvements d'opinion pour les faire exposer comme des baudruches pour diviser le mouvement. Je connais le truc
par cœur. Ça, c'est une évidence. Donc, les journalistes ont toujours été de mèche avec des blocages illégaux. C'est une évidence. Mais ça, on est d'accord là-dessus. Simplement, moi, j'aime pas le mot mèche, moi. Ouais. J'ai juste informé et après, les gens vont faire leur boulot. Il n'y a pas de connivence, il y a une information. Je préfère. Non, mais le fait qu'on prévienne des journalistes pour qu'ils viennent relayer l'information, j'ai aucun problème. Par contre, qu'on prévienne l'agence France Presse, oui, ça me pose un petit problème. Que ce soit l'agence France Presse qui aille faire ces images et qui soit au courant. Voilà, c'est tout. Oui. L'agence France Presse, c'est là pour relayer des téléphone portable, c'est balancé sur les réseaux sociaux et ça fait traîner Je pense que ça avait une vocation mondiale aussi. Si on doit rentrer un peu dans la stratégie de communication de ces groupes-là, c'est une stratégie mondiale. Donc, en tous les cas, c'était surtout une attaque contre les paysans et une certaine idée de l'agriculture moderne. Et voilà. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il reste à peine une cinquantaine de secondes avant de continuer à faire les tours de table, des coups de gueule et des coups de cœur de l'actualité, on va s'arrêter, on va faire l'info, on va faire également le tiercé, les courses dans un instant, et puis on se retrouve tous les quatre pour continuer de débattre des sujets d'actualité aujourd'hui, ce lundi 29 janvier, c'est ça ? On est bien le 29 janvier, oui, c'est ça. Allez, c'est passé tellement vite ce mois de janvier, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Oui, bonjour ma chère Christine, bonjour à tous. L'hippodrome de la Côte d'Azur qui nous accueille pour une très belle réunion avec notamment le prix du Languedoc dans la deuxième course de la Réunion 1. 2150 mètres sur la piste en gazon avec 16 concurrents. Voici mes préférés, le 2 Almanzora devant le 14 Morphe One, 6 New Roller, 16 Isla del Sol, 4 Magellan, 5 Beautiful Memory, 7 Guggen Space et 8 Diane Star. 2, 14, 6, 16, 4, 5, 7 et 8 pour la sélection du jour à Bordeaux-le-Bouscat en Réunion 3 course 4, le 5 Jakarta de Chenu. Merci mon cher Jean-Paul, et cette sélection, les résultats également, c'est à retrouver sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Georges Kuzmanovic, Michel Thau, Benjamin Cauchy, Alex Darmon. Il y a un instant, on parlait du résultat du rugby. Je voudrais quand même signaler donc cette médaille d'or des Français en l'Euro de handball hier soir. Voilà, je ne m'en lasse pas. Et si vous êtes fan de l'équipe de France de hand, sachez qu'ils arrivent et qu'ils rentrent d'Allemagne en train, en Eurostar, et ils arrivent à 12h21 tout à l'heure, gare du Nord à Paris. Donc pour les fans, c'est le moment d'aller faire signer autographes et faire des selfies. Fantastique, hein. Vive la Vous France êtes régalés. Et vive le hand. Mais oui. Puis avec ces histoires à l'intérieur de cette équipe, on en parlait, Loïc Brandy, une histoire incroyable qui met un but incroyable vendredi soir en demi-finale. Qui va rester dans l'histoire. Hein. Ah bah oui, parce que le but est vraiment fantastique. Pour connaître un peu ce sport, il ne devait jamais le mettre. Christine. Jamais. Moi, je suis comme les auditeurs de Sud Radio. Je ne savais pas que vous étiez une ancienne internationale de hand. J'ai joué avec la maman d'Hélène Brandy. Non, c'est un très beau résultat et surtout c'est de très bon augure avant les JO, puisque les équipes de France, filles et garçons, sont à la fois tenantes du titre olympique et elles arrivent aussi et à la fois championnes du monde et championnes d'Europe. Donc c'est quand même assez, je pense, unique dans les annales du sport français. Ceci étant refermé, on va continuer avec votre coup de cœur ou votre coup de gueule. Alex, c'est un coup de gueule ou une polémique. Oui, c'est un coup de gueule auprès de l'UNRWA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient, qui est au cœur d'un scandale depuis ce week-end, puisque plusieurs de ses employés sont accusés d'avoir participé au pogrom. Je vais utiliser le mot de pogrom, parce que c'est un pogrom. Ce sont des pogroms qui se sont déroulés le 7 octobre dernier. Et ils ont été, donc, ces 10 à 12 employés accusés de participer au pogrom du 7 octobre dernier en Israël. Et donc, depuis hier, on apprend que plusieurs pays, les États-Unis, le Canada, l'Australie, mais aussi l'Italie, le Royaume-Uni, et depuis quelques heures la France, ont suspendu leur financement auprès de cette organisation. C'est terrible, hein. C'est terrible parce que quand même c'est une organisation onusienne qui vient en aide aux 2 millions de réfugiés palestiniens qui en ont besoin. Et qui donc maintenant vont se retrouver sans financement. Il faut savoir quand même que la France a financé l'UNRWA à hauteur de 60 millions d'euros en 2023. C'est considérable. Et on apprend aujourd'hui que cet argent, une partie de cet argent, aurait servi à préparer le 7 octobre et aussi dans cette guerre qui se déroule actuellement entre Israël et les Palestiniens, à stocker des armes, à cacher dans les écoles, dans les associations, dans les hôpitaux, comme le disent les Israéliens depuis plusieurs mois, des armes et des terroristes du Hamas. Alors il y a plein d'histoires qu'on apprend au fil de l'eau. Le New York Times qui nous apprend qu'un de ses employés depuis quelques jours traqués aurait kidnappé
kidnapper des otages israéliens. C'est quand même incroyable quand même. Faut qu'on se rende compte, hein, pour une association onusienne, et dans le même temps le président de l'ONU. Les contrôles en fait. Ouais, il fuit les contrôles. Mais dans le même temps, le président de l'ONU, Antonio Guterres, qui dit que c'est terrible, mais qu'il faut pas suspendre les financements. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est fou, qu'on n'arrive pas à déceler. Et aujourd'hui, comment vous voulez que l'ONU ait une crédibilité viable auprès des Israéliens quand ils apprennent ça ? Donc là, on est face à un mur, et je sais pas comment d'ailleurs on va pouvoir, parce que le président de l'ONU, il a raison d'un autre côté, il dit qu'il faut quand même continuer à apporter ces financements pour pouvoir venir en aide aux Palestiniens, mais les Israéliens s'y opposent. Et de toute façon, aujourd'hui, je l'ai dit, hein, les Français, les Américains, les Australiens, les Canadiens suspendent leur financement. On est face à une impasse, mais ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui et demain, l'ONU est en train de perdre sa crédibilité auprès des Israéliens, des Américains et des autres puissances qui soutiennent l'État d'Israël. Qui veut rajouter quelque chose sur cette situation, Georges? Moi, je suis toujours méfiant. Parce que je connais très très bien les questions internationales, et dans les conflits, on a toujours des histoires de ce genre horribles. Si c'est avéré après enquête, c'est totalement inadmissible. Et le massacre du 7 octobre est un pogrom. Maintenant, quand on a toujours des histoires qui aggravent le sujet. On en a eu dans tous les conflits, et qui, des mois, des années après, sont débunkés comme étant un moment de propagande nécessaire. Donc il faut juste vérifier à chaque fois. Donc en fait, voilà, ça arrive toujours à point nommé, donc c'est assez à vérifier. Et si c'est vérifié, ça doit être sanctionné d'une manière ou d'une autre. Simplement, j'ajoute juste que ça a été prouvé. Hein. Le New York Times a sorti des enregistrements, même la direction, voilà. même la direction de l'agence, même la direction de l'agence a quasiment reconnu qu'il y avait eu des. Donc, à mon avis, Georges, je comprends pas trop votre marque. C'est un point général. Mais enfin, il y a des faits. Moi, ce que je voudrais dire, on a des livres. Michel, on a des livres entiers écrits sur les couveuses en Irak, les massacres au Kosovo, les trucs. À chaque fois, il était vérifié que c'était un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'invasion du Koweït par l'Irak, par exemple, ou qu'il n'y avait pas un problème au Kosovo. Ça veut dire qu'il y avait une exagération utile médiatiquement. Mais bon, c'est juste à vérifier. Moi, ce que je voudrais dire surtout. Dernière chose, et puis après on continue. Très très vite, c'est que en fait, cette affaire est très intéressante sur une chose, c'est que le Hamas verrouille tout ce qui se passe à Gaza. Donc toute aide qui est apportée à la population palestinienne, qui est littéralement prise en otage par le Hamas, est impossible. C'est-à-dire que le problème, il est là. C'est un des drames principaux de la situation. C'est-à-dire que toute l'aide humanitaire, c'est pour ça, lorsque je vois la France s'engager dans une aide humanitaire à Gaza, je le comprends d'un point de vue humanitaire, mais en même temps, ça m'énerve considérablement, parce que tout argent qui est mis sur la bande de Gaza passe par le Hamas, qui tient tout. Donc cette agence onusienne n'a malheureusement pas le monopole de cette forme de complicité avec le Hamas, parce que véritablement, tout passe par le Hamas. Donc, faut savoir ce qu'on veut. On veut faire la guerre contre le Hamas, on veut en finir avec le Hamas, on veut libérer les Palestiniens de l'emprise du Hamas, oui ou non. Et dans ce cas-là, ça va bien au-delà de suspendre les financements à la population palestinienne, tant que le Hamas a le monopole sur ce territoire. J'ai juste une remarque. Oui, rapidement. J'ai fait beaucoup d'humanitaire dans ma jeunesse, en particulier au Rwanda et en RDC. C'est un fait. Quand vous êtes humanitaire, vous emmenez de la nourriture et du matériel que vous savez qui va être pillé, parce que vous êtes dans des zones tenues par des chefs de guerre, le Hamas ou que sais-je, qui eux-mêmes tiennent le coup, souvent grâce à l'aide alimentaire, à l'aide humanitaire occidentale, parce qu'ils n'ont pas de chaîne logistique. Mais ça, c'est une remise en cause générale. C'est-à-dire qu'il faut repenser ce système humanitaire occidental qui se donne bon ton, et puis ne pas oublier que le Hamas aussi a été soutenu un peu légèrement par certains, y compris par le Premier ministre israélien, par le Mossad, par les États-Unis, parce que ça affaiblissait l'OLP. OLP, dont les militants étaient massacrés par le Hamas. Donc évidemment, on est dans désolé du terme, une catastrophe et un merdier complet là-bas, mais il y a beaucoup de responsabilités, et on sait très bien depuis des années, c'est pas juste une surprise aujourd'hui, l'aide apportée à Gaza finit partiellement au Hamas. Voilà. Alors on continue les coups de cœur et les coups de gueule. Georges, vous avez la parole, vous voulez parler de l'hôpital? Oui, je vais reparler de l'hôpital, il faut en parler tout le temps. C'est avant-hier, on a un jeune, Lucas, 25 ans, qui est mort d'agonie, horrible, de septicémie à l'hôpital de Hyères, dans le Var. Dernier message qu'il a écrit à sa mère: horrible, maman, c'est horrible.
Et le Parisien, le journal Le Parisien, vos collègues font un formidable travail de recensement de toutes ces histoires. Qui se répètent. Qui se répètent. L'une des plus sordides, c'était en mai 2023, c'est la petite Lou, 11 ans, morte d'une gangrène à l'hôpital Necker à Paris. On n'est pas à Beyrouth, on n'est pas à Gaza. C'est le syndicat Sud qui dit que 150 urgences, 150 morts par mois sont évitables. Là, ça commence à chiffrer dangereusement. Et on a des médecins qui ont fait grève, vous vous souvenez, 1 an avant le Covid. Puis il y a eu le Covid. Et puis ils ont menacé de démissionner. Et puis ils ont menacé de pas envoyer les fiches à l'assurance maladie. Et puis rien. Et ça ne change pas. Il faut bloquer Paris. C'est voulu. Non mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de tant d'années, c'est que c'est voulu. Puis qu'est-ce qu'on apprend quand vous dites voulu, c'est que par le gouvernement et par ceux qui étaient là au pouvoir avant. Non, que l'hôpital soit privatisé, que l'hôpital public soit affaibli. Voilà, c'est voulu. Au bout d'un moment, quand vous ne faites pas et que tous les médecins vous disent mais ça va pas. Non seulement on fait pas, mais je pense à Madame Caroline Brémaud. Qui est le ministre de la Santé là aujourd'hui? Vautrin, oui. Madame Vautrin, pardon. La chef des... Pardon ? Elle n'a pas que ce ministère-là. Ah non, ça c'est une spécialité du Attal 1. On parle des ministères fantômes. Des titres à rallonge. Mais ça montre bien que c'est un peu secondaire. Vrai, mais regardez ce qui se passe. Une chef des urgences, Madame Caroline Brémaud, de l'hôpital de Laval, a été virée il y a 2 mois, parce que c'est illustré dans la dénonciation du manque de moyens. A été virée pas virée, mais a été suspendue de ses fonctions de chef des urgences par l'ARS. C'est-à-dire que même s'opposer à ce qui est une catastrophe et 90% des Français soutiennent, ils n'ont pas envie d'avoir des urgences où leurs enfants de 11 ans meurent à Necker, en plein milieu de Paris, à côté des ministères. On est quand même, c'est inadmissible. Or ça se passe. Et en plus de cela, le monde découvre qu'il y a 4500 médicaments qui sont en rupture de stock. C'était 900 en 2019. Donc rien n'a été fait en 5 ans. On n'a pas installé une usine. Donc la catastrophe, Michel vient de souffler, ça ne fait que commencer. En fait, on va être dans une phase ascensionnelle. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui auront les moyens, et c'est la même histoire que Madame Oudéa Castéra avec l'école privée, l'école publique. L'hôpital américain de Paris double ses capacités d'urgence. Ça veut dire que ceux qui auront les moyens seront soignés en payant. Les autres... Allez voir, ceux qui connaissent pas, allez voir les urgences. J'ai fait des missions humanitaires. Il y a 2 ou 3 hôpitaux dans la région parisienne. Ça commence à ressembler à des hôpitaux de campagne. Avec des rangées de gens qui sont blessés, malades, sur des brancards, dans des couloirs. Et des médecins qui n'arrivent pas à suivre. Et des infirmiers parce qu'ils sont pas assez nombreux. C'est inadmissible. Non mais, il y aura le feu un jour. On entend, Georges, le temps passe et je voudrais que Benjamin aussi, parce qu'on va parler aussi de ce qui concerne nos premiers chefs, les Français. Là, on parle de la santé. Tout à l'heure, on va parler de l'alimentation, notre agriculture. Benjamin, petit focus aussi sur la crise du logement qui se profile, qui est déjà là, en fait. Oui, qui est déjà là et qui s'accroît de mois en mois, d'une crise structurelle qui existe déjà depuis pas mal d'années avec un déficit de construction de logements neufs qui s'accumule d'année en année, l'augmentation des taux d'intérêt suite au conflit ukrainien n'a eu de cesse que de ralentir le nombre de primo-accédants sur le marché, et à cela il y a un effet ciseau qui est l'inflation qui a eu un impact énorme sur les matières premières du second œuvre, et donc augmentation du coût finalement de construction jugulé par une baisse finalement du nombre de prêts, fait qu'aujourd'hui, d'aval en amont de la chaîne du logement, nous sommes au bord d'un tsunami. Au dernier trimestre 2023, c'est près de 37 000 emplois qui ont été détruits. La FNAIM du 31, pour vous donner un exemple, Haute-Garonne, du concret, annonce qu'il pourrait y avoir possiblement une agence immobilière sur 2 qui fermerait en 2024. On a des artisans qui aujourd'hui pilotent à vue et qui sont également excédés finalement de cette incapacité du gouvernement à entendre. Alors ils ne renversent pas les panneaux, ces agents immobiliers, ces courtiers, ces plaquistes, ces plombiers, ces électriciens, mais ils sont là aujourd'hui dans une réelle situation d'inquiétude puisqu'il n'y a plus de visibilité grosso modo sur les carnets de commandes. Et puis s'il devait y avoir un élément, si je puis me permettre, à rajouter, c'est que la crise du logement a un impact
énorme sur le recrutement et sur le développement des entreprises si les employeurs sur 10 expliquent que le problème de l'employabilité vient très souvent de la capacité du futur salarié à pouvoir être logé. Donc nous sommes dans une crise qui est structurelle, plus conjoncturelle, mais qui a un impact sur tout l'écosystème. Donc je mets vraiment en alerte, et de la même manière que Georgie évoquer l'hôpital avec une absence de ministre véritablement de plein exercice sur le domaine de la santé, on attend toujours un ministre du logement. Absolument. Alors moi je suis un peu embêté parce que vu que l'agriculture est au-dessus de tout, voilà. Mais le Valls, non, qui va être c'est effectivement des sujets. On parle des ministères fantômes là aujourd'hui. Ça interroge même à l'intérieur des équipes et dans les cabinets ministériels. C'est effectivement qu'il n'y ait pas de ministre de tutelle pour des dossiers comme le transport, le logement, la santé, qui sont. Parce que ce sont des artisans, des indépendants, ce sont des gens qui n'ont pas de couverture sociale. Non, mais moi je m'interroge sur la capacité d'un ministre à avoir autant de portefeuilles. Je pense humainement, de porter des dossiers comme ça. Donc c'est totalement impossible, et je trouve que c'est un petit mensonge d'avoir dit on ne prend que 15 ministres parce que finalement d'ici à la fin de la semaine il y en aura 30 avec les secrétaires d'État, ministres délégués qui vont devoir s'ajouter, et ensuite je trouve qu'il y a toujours moins de 45, et en plus je trouve qu'il y a un manque de respect pour tous les professionnels des différents secteurs concernés. Vous parlez, Benjamin Cauchy, fort justement du logement, mais tous les acteurs n'ont pas de ministre en face. C'est ça la réalité. Leur ministre de tutelle, on a les JO là au mois de juillet-août. Voilà. Non mais on peut prendre tout, on peut faire. Non mais le tourisme, c'est quand même incroyable qu'on en parle pas. Les transports. Moi, ça me dérange pas d'avoir 45 ministres. Mais exactement. Ça me dérange pas d'avoir 45 ministres si les 45 ministres bossent. À un moment donné, il faut dire les choses. On est suradministré. On va parler, Benjamin, de 3 ministres qui sont sur le grill depuis maintenant une bonne dizaine de jours. Le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, mais également le ministre de l'Environnement, et je rajouterai celui de l'Économie, puisque c'est ces 4 ministères qui sont aujourd'hui aux manettes pour sortir de la crise concernant les agriculteurs. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On a une grande famille sur Sud Radio, et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de Georges Kuzmanovic, Michel Taube, Benjamin Cauchy, Alex Darmon, nous ouvrons donc cette séquence concernant la colère du monde agricole, cette colère qui va donc se recentrer et remonter sur Paris. C'est un symbole de venir effectivement aux portes de Paris, parce qu'ils ne vont a priori pas rentrer dans la capitale. Tout est mis en place. Est-ce que dans les images, les uns et les autres, Benjamin, est-ce que dans les images que veut absolument éviter l'exécutif, c'est d'avoir des agriculteurs sur les Champs-Élysées, devant l'Assemblée nationale, et qui se rapprochent par exemple du palais de l'Élysée? Est-ce que ça, c'est absolument à éviter, et Gérald Darmanin a raison d'éviter ce genre de situation de blocus? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement les blocages stratégiques que sont les aéroports et que sont Rungis. Et puis, il y a la symbolique peut-être de voir défiler des tracteurs sur les Champs-Élysées. Je crois que le gouvernement a pris expérience des années précédentes et des différents conflits, notamment celui des Gilets jaunes, et ont compris qu'ils étaient assis sur une véritable poudrière avec ce mouvement agricole. J'ai envie de dire un mouvement agricole qui commence à faire converger d'autres colères, et je crois que ces signaux faibles-là sont tombés dans l'oreille du gouvernement. Donc ils y vont avec parcimonie. Je crois qu'ils sont dans leur rôle stratégique finalement de vouloir protéger les aéroports et Rungis. On pourrait leur reprocher de ne pas le faire. Maintenant, je crois que faire défiler des tracteurs sur les Champs-Élysées, je vois pas en quoi ça dérangerait Gérald Darmanin. Ça prouverait même que au sein d'un gouvernement qui semble incapable, via Bruno Le Maire, via Marc Fesneau ou via Gabriel Attal, Gérald Darmanin pourrait passer pour le ministre qui a su finalement accompagner la colère des exploitants agricoles jusque Paris. Donc politiquement, je crois que c'est un élément à ne pas occulter finalement dans le traitement sécuritaire des jours à venir. Voilà. Michel. Moi, plusieurs choses. En fait, je pense qu'il y a une hyper-dramatisation de la situation depuis quelques jours, que l'on retrouve bien dans ce terme qui est employé depuis 24 heures, 48 heures, de blocus de Paris. Parce qu'en fait, ça n'est ni un blocus, ni Paris. Ce n'est pas un blocus parce que les tracteurs vont aller sur 7 points
de blocage bien précis qui sont, en fait, il y a des péages situés à 20 ou 30 kilomètres de la capitale et n'ont absolument pas dit qu'ils allaient dans Paris bloquer Paris directement. Alors donc, si vous voulez, il y a une communication. Lyon, ils vont bloquer le Grand Paris Lyon également. Hein. Oui, mais non, parce que en fait, ils vont surtout, et c'est pour ça que pour moi, c'est pas non plus Paris, c'est surtout les Franciliens. Ça va surtout embêter les Franciliens, ceux qui doivent aller du fin fond de la banlieue parisienne vers Paris ou inversement, souvent pour leur travail. Donc c'est souvent d'ailleurs les plus démunis ou ceux qui sont ceux qui se lèvent très tôt qui vont en être le plus impactés, mais ça n'est pas les Parisiens. Ensuite, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est une crise extrêmement grave, c'est une crise extrêmement profonde. Pour moi, le moment clé de la semaine, ça va être jeudi 1er février. C'est clair. C'est pas la rencontre de ce soir entre Gabriel Attal et la FNSEA, les jeunes agriculteurs. C'est pas son discours de politique générale ou sa déclaration de politique générale demain. C'est jeudi au Conseil européen de Bruxelles. Parce qu'il y a un ordre du jour bien particulier. Il y a qu'un seul point à l'ordre du jour. C'est une sorte de rallonge budgétaire dont va se doter l'Union européenne dans les 5 prochaines années pour pouvoir ajouter 60 milliards d'euros dans plusieurs dossiers. Le principal, c'est l'Ukraine. C'est d'apporter un soutien financier massif à l'Ukraine. Mais il y a d'autres sujets dans ces rallonges budgétaires. Mais, jusqu'à présent, il n'y avait rien sur l'agriculture. Aucun sujet. Et la vraie grande question pour moi, c'est est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que la France va réussir à imposer jeudi, et pas dans un prochain Conseil européen qui aurait lieu dans un mois, une discussion et des décisions qui se prendraient jeudi, dans le cadre de ce cavalier budgétaire, pour pouvoir effectivement tout de suite mettre sur la table ce qu'ils vont faire pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, c'est des dizaines de milliards d'euros, auxquels moi je souscris, mais encore faut-il prioriser aussi nos agriculteurs. Et ça, j'espère que ça va être fait, parce qu'en plus, c'est pas que la France, c'est pas que Emmanuel Macron, c'est également la Pologne, l'Allemagne et d'autres pays. Donc c'est ça, si jeudi soir, il n'y a pas de résultat concret à Bruxelles, là je pense que la colère va se transformer en petite révolution. Alex Armand. Le problème, c'est que je vous adore, Michel, vraiment. La caresse avant le... C'est réciproque. Je vous aime beaucoup, mais... C'est pas Emmanuel Macron ou Gabriel Attal avec leurs petits bras qui vont faire fléchir l'Europe. Enfin, franchement, si on pense que... ils sont chefs de gouvernement. Attendez, je finis. Si on pense mais je suis d'accord avec vous, mais si on pense que jeudi, Emmanuel Macron ou Gabriel Attal vont arriver et vont dire, ah, maintenant, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Peut-être qu'ils vont avoir des alliés au sein de l'Europe. Justement, j'espère que ça va arriver. Effectivement, la Pologne, les Pays-Bas, on l'a dit, l'Allemagne, qui fait face à une grande crise agricole aussi. Si on arrive à trouver un consensus européen, ce qui est la base même de l'Europe au départ. Au départ, c'est d'essayer de faire converger les luttes avec l'Europe en tête de pont. Si on arrive à dire l'Ukraine, oui, effectivement, c'est un problème, il va falloir apporter une rallonge budgétaire. Mais aujourd'hui, le vrai problème, il est sur les normes, il est sur le fait que nos agriculteurs, mais les agriculteurs européens aussi des autres côtés, n'arrivent pas à s'aligner et à travailler par rapport aux normes qui sont imposées aux gens qui sont extra-communautaires. Quand je dis extra-communautaire, c'est extra-européen. Si on arrive à faire converger cette lutte avec les différents pays européens, oui, ça marchera. Si on compte que sur Emmanuel Macron ou Gabriel Attal pour dire, il faut que ça change et il faut que ça bouge, ils prendront un mur. Après, sur les normes, il y a des normes européennes, mais après, elles sont surinterprétées au niveau français sur genre de... J'aime beaucoup Alex, mais je ne suis pas du tout d'accord. Bon, alors, on continue. Georges, et ensuite, Benjamin, je reviens vers vous. Ça se situe où? Jeudi, le point d'orgue à Bruxelles? Ou Paris peut faire quelque chose? Non, c'est sûrement pas le point d'orgue à Bruxelles. Alors d'abord, Michel, comme tu le sais, 80% de l'aide de la PAC va à 20% des agriculteurs les plus riches. En particulier, le patron de la FNSEA avec des gens qui ont 700 hectares. Les petits agriculteurs parce que c'est n'ont pas grand-chose. Une prime donc, à s'il y a une rallonge, ça ne servira pas à grand-chose. La discussion principale jeudi, ça sera 50 milliards pour l'Ukraine. C'est délirant, vu les finances actuelles de l'Europe. Pour une guerre perdue d'avance dans un État failli. Mais c'est pas grave si on décide de... Mais pas du tout. Le problème, c'est que... les agriculteurs... est toujours bien présent. Les agriculteurs polonais. Les agriculteurs... C'est compliqué de dire ça, d'accord. Les agriculteurs polonais. Vous faites court parce que je vais lancer la pub. Bulgares, roumains,
croates ne veulent pas recevoir les céréales depuis des mois d'Ukraine. C'est pas n'importe quoi, et vous le savez très bien. Il y a une grève, les agriculteurs allemands, ça fait un mois qui manifestent et investissent les villes. Pendant des mois, il y a eu des grèves et des manifestations d'agriculteurs en Hollande. Vous avez vu où ça a conduit électoralement. Ils ont même réussi à acheter un char en Ukraine qu'ils ont ramené dans leur manifestation. C'est dire le bordel dans lequel on est. Donc oui, ils n'ont pas envie de se retrouver avec une colère paysanne légitime. Et je finis là-dessus. En ce moment, à l'UE, on est en train de voter un nouveau traité de libre-échange avec le Chili. C'est ça le problème. On va ramener 20 000 tonnes de poulet en plus, des milliers de tonnes de viande bovine, porcine en plus, alors que c'est ça le problème principal des agriculteurs. On est chez les fous, en fait. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve, on continue de parler de ce dossier de l'agriculture française et européenne dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Bonjour. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Et en compagnie d'Alex Darmon, Benjamin Cauchy, Michel Taube, Georges Kuzmanovic. Alors, on était en train de débattre sur cette journée de jeudi parce qu'il y a un Conseil européen, donc tous les regards sont braqués évidemment vers le Parlement ou la Commission plutôt. C'est plutôt la Commission. Européen. Le Conseil européen. Le Conseil européen des 27 chefs d'État et de gouvernement. Et ça, je le dis, c'est quand même important parce que Alex, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, attention, il y a malgré les difficultés, la bureaucratie, la technostructure et tout ce qu'on veut de Bruxelles, au final, c'est quand même les 27 chefs d'État et de gouvernement qui ont la décision. Et s'ils le veulent, ils l'ont déjà prouvé, notamment lorsqu'il y a eu la guerre avec l'Ukraine, mais dans plein d'autres moments de l'histoire de l'Union européenne, s'il y a une grosse urgence, ils peuvent prendre des décisions et les imposer, c'est le moins que l'on puisse espérer, à la Commission européenne, qui n'est là que pour appliquer les décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement. Donc je maintiens que c'est Macron, en emmenant avec lui d'autres chefs d'État. Donc jeudi, ça sera la conclusion. Il doit être au boulot dès maintenant. Il doit appeler tout le monde maintenant. Marc Fesneau a dit que sur la question des 4% de jachère, il a déjà constitué une coalition de 20 ministres de l'Agriculture pour pouvoir changer le système dès jeudi. Donc ce que je dis, c'est contrairement à ce qu'on dit sans arrêt en disant c'est la Commission de Bruxelles, les petits hommes gris et tout ça, malheureusement oui, mais au final, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui décident. Donc il faut les mettre devant leurs responsabilités. Et si jeudi soir il y a rien, il faudra pas s'en prendre à Madame von der Leyen, il faudra s'en prendre à Emmanuel Macron, parce qu'il aura il a le pouvoir avec ses collègues de prendre les bonnes décisions. Mais je réponds rapidement, Alex, et je voudrais passer la parole à Benjamin. On dit pareil. Simplement, je vous dis, il faut pas croire que c'est que Emmanuel Macron, président de la République française, qui peut changer les choses. Non, c'est lui et comme vous dites, le collège de chefs d'État. Voilà. Et le problème, c'est qu'il faut pas attendre jeudi, en vérité. Et la priorité aujourd'hui de l'État français. Non, mais il faut le préparer. Et la priorité, et ça, on n'a pas l'impression. Et la priorité de la France n'est pas forcément la priorité des autres États membres. C'est ça le problème de l'Europe. Benjamin Cauchy, une réponse. J'apprends à l'instant, par exemple, que la direction de l'agriculture à la Commission, enfin à l'Europe, est la plus importante de l'institution. 1000 personnes travaillent sur ce poids lourd de l'économie européenne. Benjamin. Oui, moi j'ai envie de répondre à Michel, que j'apprécie par ailleurs beaucoup, mais j'ai quand même envie de dire que attendre jeudi le Conseil européen est quand même pour le monde agricole aujourd'hui un flagrant délit d'impuissance de la part de nos gouvernants. C'est-à-dire que le mal français, qui est celui du trop de taxes, trop de normes, en est réduit à une négociation à 27 en Conseil européen. Marc Fesneau avait déjà obtenu une coalition de 25 chefs d'État au mois d'octobre dernier concernant ces 4% de jachère, mais la Commission européenne l'a retoqué. Donc je n'irai pas dans le même sens que Michel. Je pense que la Commission européenne, suradministrée comme vous venez de le dire, a pour moi une responsabilité forte. Donc du coup, qu'est-ce qu'on dit aux exploitants agricoles ? Il y a des choses que l'on peut faire sans doute à l'échelle nationale, parce que le temps qu'on arrive à négocier avec nos partenaires européens, vu qu'on est coincé avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle nationale ? Est-ce que par exemple renforcer les contrôles douaniers, tout simplement pour vérifier qu'il n'y a pas de produits illégaux qui rentrent et qui ne correspondent pas à nos normes ? Est-ce qu'on les fait rentrer ou pas ? Et ça, on peut le faire sans besoin. Baisser les charges sociales. Il faut des baisser les charges sociales sur ces entrepreneurs agricoles, parce que ce sont des entrepreneurs. Est-ce qu'on a besoin de l'Union européenne ? On n'en a pas besoin pour baisser les charges sociales. Pour exonérer la transmission sur les exploitations agricoles, est-ce qu'on a besoin de l'Union
l'Union européenne. On n'a pas besoin de l'Union européenne. En revanche, aujourd'hui, on n'a plus des ministres, on a des agents de liaison européens. Oui, mais par exemple, sur le... ou Marc Fesneau, on a l'impression qu'ils donnent tout, finalement, dans les mains de l'Union européenne, alors qu'ils ont, je pense, encore des marges de manœuvre. Benjamin, est-ce que c'est à l'Union européenne d'effectuer les contrôles dans la loi Egalim pour que les uns et les autres respectent le prix du producteur? Est-ce qu'on a besoin de l'Europe pour ça? Georges. Non, je pense que notre administration française, qui est déjà tellement riche et tellement forte, doit avoir la capacité de le faire. Ils sont capables d'emmerder les Français avec un drum pour savoir s'ils ont une piscine ou un abri de jardin. Donc je pense quand même, pour s'assurer de la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire du pays, on pourrait reprioriser les priorités. Benjamin, je crois que c'est une erreur de considérer que le problème principal, c'est celui des taxes et des normes, même si c'est un problème sérieux, en particulier. Quand je dis les normes, de remplir les dossiers. Mais c'est important pour notre compétitivité. Je ne suis pas un libéral à tout craindre, le problème, en Allemagne, le marché du porc, par exemple, est subventionné. Voilà. Benjamin, le problème, c'est ce que gagnent les agriculteurs. Or, ils ne fixent pas leur prix. Oui, ils n'ont pas le contrôle de la facture. Et quelle autre économie française? Imaginez, vous êtes payé, j'imagine, par Sud Radio, vous avez un salaire. Imaginez qu'à la fin du mois, ils vous disent, je sais pas, je dis au hasard, vous êtes payé 2500, 3000, allez. Et ils vous disent, en fait, c'est pas 3000 ce mois-ci, ça sera 1224. Eh ben, l'agriculteur, il peut rien faire. C'est ça la réalité. Les marges sont prises la vente à perte, par la grande... Non, les marges sont prises par la grande distribution. C'est pour ça qu'Egalim est contourné par quoi? Par des centrales d'achat qui sont en Espagne, en Hongrie, ailleurs, et vous pouvez rien faire. Et il y a ce pauvre Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture sous Sarkozy, découvre que, oh là là, on va faire des contrôles. Des contrôles avec quoi? Vous l'avez dit très justement. Ils ont sabordé nos douaniers. On supprime les douaniers dans ce pays et leurs attributions, c'est-à-dire celles des contrôles. De toute façon, aujourd'hui, sur 1000 conteneurs qui rentrent au Havre, il y en a 3 qui sont contrôlés. Ça, c'est la force qu'on a en douanier. Donc, on contrôle rien du tout. C'est un boulevard. On peut faire passer de lance-missile si on a envie dans ce pays. Donc non, le problème, c'est le prix que va être payé l'agriculteur. Et après, la grande distribution, c'est l'agro-business qui se fait des marges dérangeantes. Or, il y en a un, il s'appelle... Le prix constitue du coût de production. Oui, mais Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, est patron du groupe Avril. C'est une multinationale. Vous savez qu'Avril est installé en Nouvelle-Zélande ? Quand il y a un traité de libre-échange, ça contribue au rayonnement de la France, mais ça contribue à rien du tout. C'est comme si la secrétaire générale de la CGT était en même temps patronne de Renault et de la Banque Populaire. C'est du Mélenchon à la sauce. Enfin, il est patron d'une multinationale. Soupe de la Joconde là. Voilà. Michel. Mais non, faut arrêter de caricaturer l'agriculture française. C'est un patron d'une multinationale. Et en plus, il est patron d'une entreprise qui fait les prêts aux agriculteurs. Ça, c'est un sacré secrétaire général. Et puis, je vais finir sur un truc. Vous savez ce qui s'est passé le 23 mai 2023 ? Le 23 mai 2023. Et monsieur Emmanuel Macron est intervenu aux 40 ans de l'anniversaire du groupe Avril. Il a dit, depuis que j'ai travaillé à la Banque Rothschild, c'était mes meilleurs partenaires, je serai toujours là pour les soutenir. Et il y avait là plusieurs hauts syndicalistes de la FNSEA, 3 anciens agriculteurs. Comment voulez-vous qu'avec cette connivence au plus haut niveau, au niveau international, qui abaisse les prix en jouant sur la misère des agriculteurs à travers le monde, on ait une quelconque solution pour nos agriculteurs qui sont trop chers dans ce contexte-là? S'il n'y a pas de protectionnisme aux frontières, ils sont morts. Alors, Michel, Alex, mais moi je voudrais qu'on pose la question sur la marge de manœuvre, certes, du gouvernement, mais de Gabriel Attal, qui est allé encore hier sur le terrain, qui annonce des choses et qui doit prononcer demain son discours de politique générale. Et nous dit-on, il n'est pas encore écrit ce discours compte tenu de la situation. Comme, pas comme, toujours est-il qu'on en est là. Déjà hier, il a commis, à mon avis, une faute de communication majeure, c'est-à-dire qu'il a allé sur le terrain pour ne rien annoncer. Dès que les agriculteurs ont su qu'il refaisait un déplacement, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait de nouvelles annonces, et puis en fait, rien du tout. Donc là, je pense effectivement, c'est jouer avec les nerfs et mettre de la pression inutilement sur les agriculteurs que d'aller soi-disant sur le terrain pour ne rien annoncer. Après, moi j'espère,
tout à l'heure, je parlais le rendez-vous important, c'est le Conseil européen, mais ce n'est pas tout le Conseil européen. Évidemment qu'il y a des marges de manœuvre, notamment sur les charges sociales. Beaucoup d'agriculteurs demandent un gel ou même de surseoir d'une année au paiement des charges sociales et fiscales pour leur donner de la trésorerie. Et surtout, la principale erreur qu'a commise Gabriel Attal, c'est que vendredi soir, dans son intervention en Haute-Garonne, il n'a sorti comme annonce financière que 215 millions d'euros. Mais ça, c'était une énorme erreur. Parce qu'évidemment, on sait très bien, sur les gilets jaunes, c'était la même chose. Sur les gilets jaunes, il a fallu attendre des semaines et des semaines pour que l'État débloque 10 milliards d'euros pour répondre en partie aux demandes des gilets jaunes. Donc là, on sait très bien qu'avec les gilets verts et le monde agricole, à un moment donné, il faudra lâcher du lest. Donc, vu la gravité de la crise, vu cette colère extrêmement profonde et extrêmement forte, il va falloir lâcher du lest. Donc autant le faire le plus rapidement possible parce que nécessairement ça va devoir arriver. Donc espérons que entre le discours de demain et le Conseil européen de Bruxelles, est-ce que ça peut dégénérer ? Je reviens aussi sur l'installation des blindés du côté. Enfin, c'est quand même surprenant à Rungis de voir des blindés de la gendarmerie protéger un site comme celui-là, et en même temps le ministre de l'Intérieur qui dit. Oui, il faut être vigilant, mais on sera coulant. En gros, je dis ça. Je crois pas que ça puisse dégénérer. Quand vous écoutez les agriculteurs, c'est pas leur état d'esprit du tout. Hein. Ils parlent de non-violence depuis le début. Non, mais il y a quand même la MSA, Narbonne qui a brûlé. Oui, c'est la coordination rurale. Vous avez raison. Ça n'est pas revendiqué. Je pense pas que ça puisse dégénérer. Juste pour revenir sur les marges de manœuvre de Gabriel Attal. Et pour faire suite à ce que disent Michel et Georges, moi je pense qu'il y a quand même aussi un problème, c'est que tous les syndicats ne sont pas d'accord entre eux. On va y revenir. Du côté agricole. Et je pense que la marge de manœuvre... Il y a des élections en cours. Ah ouais, non, mais en préparation. C'est quand même très fort les désaccords entre les syndicats et entre les leaders agricoles. Et je pense que la marge de manœuvre aujourd'hui de Gabriel Attal, c'est de se dire de mettre tout le monde autour de la table, faire une réunion intersyndicale. Parce que là, il parle effectivement avec la FNSEA. Alors moi, j'irai pas jusqu'à ce que dit Georges, de dire qu'il y a une complaisance, une connivence. C'est la fête, hein. Non mais ok, mais moi j'irai pas jusque là, dire qu'il y a une connivence. Vous savez, quand vous êtes politique, faut que vous parliez avec des gens et vous entendez mieux avec de certaines personnes que d'autres. Ça, c'est un fait aussi. Il va pas à la fête de la Confédération paysanne, par contre. Mais non, mais justement, moi je pense que la marge de manœuvre aujourd'hui du Premier ministre Gabriel Attal, c'est de se dire demain, on nous rabâche des grenades de la santé, des grenades de l'environnement et tout. Peut-être que là, il faudrait aujourd'hui clairement dire. Il faudra pas l'appeler Grenelle, mais il faudra peut-être l'appeler autre chose. Les états généraux de l'alimentation. Si vous voulez, et mettre tout le monde autour de la table. Parce que tout le monde n'a pas la même vision de l'agriculture française quand vous travaillez dedans. Allez, on s'arrête un court instant. On va revenir justement sur peut-être ces différences des syndicats agricoles dans l'action et dans les revendications. On va revenir dans un instant sur Sud Radio. Vous ne bougez pas, il est presque midi moins le quart. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on continue ces dernières lignes droites dans ce débat, mettez-vous d'accord. On va tenter de mettre d'accord Georges Kuzmanovic, Michel Taub, Benjamin Cauchy, Alex Darmon. Alors on est toujours sur cette crise agricole, on a parlé de l'Europe, des marges de manœuvre du gouvernement, et puis on en venait effectivement à ce que vous disiez Alex Darmon, c'est-à-dire cette possibilité, cette idée que pourrait avoir le gouvernement de mettre autour de la table comme un peu une réunion entre tous les syndicats quand il y a eu la grève la manifestation, en tous les cas le mouvement des retraites, de tous les syndicats agricoles. Oui, il les a pris les uns après les autres. Moi je pense que c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Je pense que c'est pas une bonne idée parce que la coordination rurale... Alors il y a la FNSEA, la coordination rurale, la Confédération paysanne et le MODEF. Donc le MODEF, ne les oubliez pas. Et les jeunes agriculteurs, c'est effectivement le pendant de la FNSEA. Mais ils sont pas conciliables tous les 5 ou tous les 4. Entre la coordination rurale et la Confédération paysanne, c'est quasiment impossible de les mettre d'accord. Oui, c'est l'agriculture. Oui, mais non, mais leurs solutions ne sont pas du tout les mêmes. Et puis surtout, moi, ce que je voudrais dire, faut arrêter d'être naïf. La colère des paysans, elle est légitime. Il faut répondre à leur colère de façon très audacieuse. Et s'il faut bousculer l'Union européenne, s'il faut bousculer certaines habitudes administratives françaises, allons-y et faisons-le. Mais en revanche, il ne faut pas être dupe. Sur la coordination rurale, elle est quand même très à droite, elle est assez proche pour beaucoup de ces dirigeants du Rassemblement national, et je serais pas étonné que certains se retrouvent candidats aux élections européennes sur la liste de Jordan Bardella, et en même temps vous avez à l'autre bout la Confédération paysanne qui est beaucoup plus à gauche. Donc il faut aussi ne pas être de dupe. Donc dans ce cas-là, on arrête tout alors, Michel. Comme les syndicats de salariés, il y a des tendances. C'est aussi une guerre politique entre organisations syndicales. Est-ce qu'on peut l'empêcher ?
Georges a raison dans ce qu'il dit depuis tout à l'heure en disant que ce que je ne veux pas dire, et ce que je ne crois pas non plus. Je suis désolé, il y a un entre-deux entre vous deux sur ce plateau aujourd'hui. On peut pas dire que Emmanuel Macron a des accointances, s'entend mieux son gouvernement avec la solution. Les agriculteurs, et que dans le même temps, il ne veut pas recevoir la Confédération paysanne ou les autres syndicats parce que ils sont à l'extrême droite, à l'extrême gauche. La solution, c'est parce que préconise Georges, c'est de prendre les 140 propositions des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, qui sont déjà très ambitieuses, très audacieuses, qui sont pas des propositions de défense d'une agriculture multinationale, proche des riches, etc. Et d'y répondre. Si on répond aux demandes de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, on règle déjà beaucoup des problèmes. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Gabriel Attal, la présidente de la coordination rurale, s'étonne de n'avoir pas été appelée par Gabriel Attal depuis mardi dernier. Et ce soir, Gabriel Attal reçoit de nouveau les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Mais moi, je trouve que là-dessus, Gabriel Attal a plutôt raison. En revanche, il doit répondre positivement aux demandes de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Sinon, effectivement, c'est la coordination rurale qui aura le dernier mot. Georges, et après Benjamin. Oui. Tu sais quels sont les agriculteurs ex-FNSEA, où ils sont, ceux qui sont élus? Ils sont élus à Renaissance ou à Renew au Parlement européen. Donc c'est juste... Il y a quand même un petit peu de relation. Mais c'est parce que je comprends bien la critique. Coordination rurale est bien proche évidemment du Rassemblement national. La Confédération paysanne est proche de la FI. Ce sont des visions différentes, donc il y a l'affrontement. C'est bien évident, mais il faut pas oublier quand même qu'il y a un fort rapprochement avec la FNSEA. Il faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a eu une loi Egalim qui a été faite. Vous savez pourquoi elle s'appelle Egalim? C'était les états généraux de l'alimentation. Ça a déjà été fait, ce que vous proposez. C'est le premier truc qu'a fait Macron, juillet 2017. Et quand on regarde ce qui était dedans, c'est toutes les revendications qui sont sur la table aujourd'hui. C'est facile à vérifier. Toutes les revendications. Et les seuls auxquels ça a profité, la loi Egalim pour le moment, réellement, c'est l'augmentation des marges de la grande distribution. Georges, je voudrais vous poser la question. Parce que j'ai l'impression que sur ce sujet, pardonnez-moi, depuis le début, on tourne autour de sujets qui sont quand même très ancien. Ça fait 20 ans. Non, mais ça fait 20 ans qu'on parle de revenus agricoles, de malaise agricole. Oui, mais ça veut dire que tous les gouvernements successifs ont mis ça sous le tapis, comme pour la santé, comme pour l'éducation, comme pour d'autres sujets. Mais non, c'est parce qu'ils ont choisi un modèle économique qui est celui du libre-échange intégral. Quand on signe des accords, il va y avoir le Mercosur demain, c'est la fin. Si le Mercosur est signé, ils sont morts. Tous les éleveurs vont disparaître en France. Point. On ne peut pas rivaliser avec l'Argentine et le Brésil sur l'élevage, des conditions de salaire et de destruction d'Amazon. Il n'y a aucune chance, juste. Ils vont crever. Donc, ces accords de libre-échange ont fait que 42% des agriculteurs touchent moins que le RSA, 80 moins que 1700 euros brut par mois. Donc c'est une catastrophe. Et c'est comme les gouvernements de gauche et de droite ont privilégié cette logique. Et ils continuent encore une fois avec le traité de libre-échange avec le Chili. Si ça n'est pas arrêté, c'est-à-dire si cette logique mortifère qu'impose entre autres la Commission européenne n'est pas stoppée net, ça explosera, ou ils crèveront doucement comme ils crèvent depuis 30 ans. Benjamin, on vous a pas entendu sur à la fois les convergences des syndicats et les issues possibles. Oui, alors sur la convergence syndicale, c'est un constat. Emmanuel Macron a toujours pris soin de casser les corps intermédiaires depuis le début de sa présidence en 2017. Et là, d'ailleurs, le premier déplacement que Gabriel Attal a été fait auprès d'une personne qui n'était pas syndiquée et qui justement avait raillé la tiédeur des syndicats place du Capitole à Toulouse, l'histoire de Jérôme Bail. Voilà, en faisant un peu d'histoire occitane. Ce que je veux dire par là, c'est que le premier symbole de l'échange entre Gabriel Attal et le monde agricole, c'était un non syndiqué. Ça, c'est le premier élément. Donc, Gabriel Attal a bien compris effectivement que les syndicats ne représentaient plus forcément la base, puisque à l'image de notre échiquier politique et de notre Assemblée nationale, je pense qu'il y a une recomposition bien plus rapide du monde agricole, qui est celui qui est incarné par les organisations syndicales. La FNSEA ne pèse plus forcément 75%, et c'est une réalité. Et la coordination rurale n'est pas forcément que Rassemblement national. Je m'amusais hier après-midi à voir sur un plateau de télévision le porte-parole de la coordination rurale. Je le connais bien, il était candidat LR face à moi législatif dans l'Aisne. Donc c'est pas la peine de me raconter des tarabistouilles, il n'y a pas que des gens du Rassemblement national. Donc tout ça pour dire que il y a une recomposition et une défiance du monde agricole comme des Français maintenant de la capacité de l'Union européenne à résoudre leurs problèmes ou en tout cas à les protéger.
à minima. Donc cette désaffection européenne, eh bien, elle a une influence sur la désaffection que les agriculteurs ont près de la FNSEA, qui a toujours conduit cette politique depuis des années. Donc il y aura quand même une convergence, mais la convergence, ça viendra de la base, pour résumer, mais ne viendra pas des syndicats. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, d'annonces qui seront importantes malgré tout, mais qui sont déjà, qui sont déjà importantes et impactantes? Il y a quand même eu des annonces. Alors ça ne convient pas, ça ne satisfait pas. Pour le bio, il y a un problème structurel, il y a un souci. Bien évidemment, mais moi je pense qu'il y a 20 fermes qui ferment par jour et on répond à 50 millions pour le bio. Si tu veux, le problème c'est que les exploitants agricoles ils de leur travail. Et là, on répond par de la subvention. Ils veulent juste moins de taxes, en fait. Non, mais juste politiquement, en fait, on a tendance à l'oublier parce qu'on parle des agriculteurs et c'est bien normal, c'est leur crise. Mais politiquement, Gabriel Attal, il joue très très gros. C'est-à-dire qu'il est arrivé il y a 15 jours, il se prend cette crise en pleine tête, mais en même temps, je pense qu'elle couvait depuis longtemps cette crise. Oui. Et aujourd'hui, moi, je pense. C'est pas que leur crise, Alex. C'est pas que leur crise, c'est la crise de tous ceux qui ne sont pas salariés. Mais et bien sûr. Et quand vous voyez les enquêtes d'ailleurs d'opinion la semaine dernière, que vous voyez d'ailleurs c'était une enquête Sud Radio, 78% des Français qui craignent les explosions de risques sociaux, on n'est qu'au début là. Là, vous savez, depuis longtemps, on dit que les Français vont descendre dans la rue, qu'ils vont se plaindre et tout. Je pense que là, on est vraiment qu'au début. Et dire, Michel a raison, que jeudi, à Bruxelles, va se jouer un moment important de cette crise. Oui, bien entendu. Mais toute la semaine, pour Gabriel Attal, et depuis 10 jours, pour Gabriel Attal, se jouent des moments importants chaque jour. Je veux dire, demain, c'est un discours de politique générale. Ouais, ça doit quand même lancer. Ça doit quand même lancer. C'est-à-dire qu'il peut prendre une motion de censure dès demain et en parallèle devoir gérer la crise agricole. D'ailleurs, beaucoup de choses en même temps qui s'affichent. D'ailleurs, au niveau de la convergence des luttes, il s'est passé deux choses importantes. D'abord, la CGT au courant de la semaine dernière appelé à rejoindre le mouvement. Ils se sont fait remballer par tous les acteurs du monde agricole en disant il en est hors de question. Très bonne décision. Deuxième chose, c'est que depuis hier ou avant-hier, les acteurs du bâtiment et des travaux publics menacent de bloquer également tous les chantiers, et ils sont nombreux parce qu'ils réclament la même chose que pour les paysans, c'est-à-dire la suspension de la taxe sur le gasoil non routier et les taxis aussi. Voilà. Et donc ceux-là, les acteurs des bâtiments et travaux publics, ils ont aussi une capacité de nuisance et de blocage. Et cette fois, eux, ils sont en ville. Ils sont en ville. Ils n'ont pas besoin de tracteurs pour monter sur Paris. Donc on a effectivement les ingrédients d'une possible crise qui, à mon avis, va se déclencher si cette semaine est décevante pour les paysans. Affaire à suivre. Toujours-est-il que ça. C'est un ras-le-bol fiscal, Michel. Rapidement. Donc c'est Bruxelles aussi. Ça commence à bouger avec les agriculteurs belges qui sont sortis également de leurs exploitations aujourd'hui. Et pour information, c'est surtout la vallée du Rhône. Vous oubliez, la 64 est encore bloquée. Ça coince autour de Bergerac. Paris n'est pas encore assiégé. Ça se rapproche, mais c'est à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Et donc c'est une affaire à suivre. Tous ensemble, on y reviendra. Évidemment dans toutes nos émissions d'infos sur Sud Radio et de débat. Merci à tous les quatre. Merci. Bonne journée. Et dans un instant, vous retrouvez André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.